Bonjour à toutes et tous, je suis Jean Fabremons, directeur adjoint de la santé publique à l'ARS Île-de-France. C'est la direction au sein de laquelle on s'occupe, j'allais dire de piloter, mais plutôt d'accompagner, de soutenir le déploiement de l'éducation thérapeutique du patient et de soutenir les acteurs qui le déploient sur le terrain. Et donc c'est à ce titre que je vais dire quelques mots d'introduction. Déjà pour vous dire que nous sommes très heureux de vous accueillir chez nous, pour plein de raisons. La première, c'est que c'est très important, l'éducation thérapeutique du patient. C'est quelque chose qui, pour le grand public, est assez peu connu. Et donc je vous tire d'autant plus mon chapeau et je suis d'autant plus heureux que vous soyez réunis ici aujourd'hui en fait on ne fait pas grand-chose de plus efficace pour la prévention primaire, secondaire et tertiaire, et que c'est bien dommage que le grand public ne sache pas davantage ce que c'est que l'éducation thérapeutique du patient. Et donc ce genre de réunion, ce genre de réunion de professionnels, ce genre d'événement et ce genre d'engagement professionnel, je pense, ne peut aller que dans le bon sens vers un monde où la prévention aura plus de place et où le citoyen, les décideurs auront un peu plus d'idées précises sur c'est quoi la prévention, parce qu'on entend souvent parler de grands discours sur la place de la prévention, c'est très important. Ensuite, les faits suivent pas toujours. Et puis, si on demandait aux gens qui disent la prévention c'est important de décrire un peu plus ce qu'ils ont en tête, je pense qu'ils seraient bien incapables de préciser. Donc je pense que nous avons collectivement intérêt à faire de la pédagogie sur concrètement c'est quoi la prévention. Et l'éducation thérapeutique du patient, c'est un élément absolument fondamental de la prévention. L'autre raison pour laquelle je suis vraiment très heureux de vous accueillir ici, c'est que vous avez peut-être entendu parler des annonces du Premier ministre et de l'évolution peut-être ou pas des agences régionales de santé. Et je pense que c'est une bonne occasion là de se dire entre nous, il n'y a pas de journalistes et voilà, cet événement aura une audience quand même voilà, réservée aux gens qui connaissent, mais c'est quand même utile de se le dire entre nous, que le pôle ETP est une association qui est née du croisement entre une initiative des acteurs de terrain, des besoins des acteurs de terrain et un soutien de l'agence régionale de santé. Je pense, évidemment, sans les acteurs de terrain, l'agence régionale de santé n'aurait rien fait toute seule. Mais je pense aussi que sans l'agence régionale de santé, on aurait plus de mal à structurer les choses et puis il y aurait moins de financement. Et donc je pense que là, aujourd'hui, collectivement, on voit concrètement à quoi ça peut servir une agence régionale de santé. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que si on séparait les différentes missions exercées de façon cohérente par une agence régionale de santé, si on vendait à la découpe, bon, le terme est un petit peu polémique, mais si on séparait les compétences et que certaines institutions en récupéraient certaines et d'autres institutions en récupéraient d'autres, je ne sais pas si on pourrait travailler par exemple à l'articulation et à la cohérence de l'éducation thérapeutique du patient à l'hôpital et de l'éducation thérapeutique du patient en ville. Voilà, c'est un exemple assez concret. Et donc je pense que voilà, même si personne ne nous écoute particulièrement, mais peut-être qu'autour de vous, il y a des gens qui vous écoutent. Donc c'est là un bon exemple de à quoi ça sert d'avoir une administration qui s'occupe de la politique de santé dans son ensemble. Même si effectivement, pour beaucoup de gens, nous sommes une administration très techno et les gens ne comprennent pas vraiment ce qu'on fait. Mais en ça, on rejoint peut-être un peu l'éducation thérapeutique du patient, parce que je pense que la plupart du temps, les gens ne comprennent pas trop ce que c'est que l'éducation thérapeutique du patient, sauf les professionnels et les patients qui ont des pathologies chroniques qui voient bien. Mais dans la vie, c'est bien d'aller au-delà des discours simplificateurs de c'est compliqué, on ne comprend rien, c'est un truc techno. Ben non, en fait, ça a l'air techno. Oui, c'est compliqué, mais en fait, c'est important, c'est concret, c'est sur le terrain. Donc voilà. Et donc, je suis très heureux que vous soyez là aujourd'hui pour qu'on puisse le dire entre nous. Et puis, on verra bien ce que le gouvernement et le Parlement décidera. Et vous pouvez compter sur nous pour, quelles que soient les évolutions administratives, on puisse continuer à garantir la cohérence d'un système de santé dans lequel on travaille à l'articulation des dispositifs et au décloisonnement, et dans lequel on évite les phénomènes de silos qui ne font du bien à personne. Voilà.
Non, c'est pas la peine d'applaudir, mais voilà, c'est surtout vous qu'il faut applaudir parce que vous êtes, vous êtes l'illustration concrète du fait que nous ne sommes pas loin du terrain, une administration hors sol. Nous sommes collectivement des acteurs qui essaient de faire avancer le système de santé dans le bon sens. Et donc c'est vous qu'il faut applaudir. Alors, j'ai déjà été en fait assez long pour des propos introductifs, donc je vais essayer d'être très rapide. Une journée comme celle-ci, elle est cruciale pour nous pour faire avancer la stratégie que nous déployons encore une fois avec vous pour le développement de l'éducation thérapeutique du patient en Ile-de-France. Les constats, vous les connaissez, c'est une offre 900 programmes de TP, dont 15% uniquement en ville. Et alors, le TP à l'hôpital, c'est très bien, hein, on ne dit pas l'inverse, mais il nous semble que justement dans une logique de parcours des patients et aussi dans une logique de rééquilibrage de l'offre territoriale, il est important de rééquilibrer cette proportion de 85% des programmes à l'hôpital et 15% en ville, et donc d'insister à la fois sur le développement de l'offre en ville et à la fois sur le lien entre l'offre en ville et l'offre à l'hôpital. Et dans la mesure où les hôpitaux sont quand même concentrés dans certaines zones, c'est aussi un moyen de renforcer l'offre dans les territoires où elle est peu présente, puisque un peu plus de 70% de l'offre est concentrée à Paris et dans les départements de Petite Couronne. Et on a dans les départements de Grande Couronne, et en particulier le sud de l'Essonne et des Yvelines, le nord et l'ouest du Val d'Oise et le sud et l'est de la Seine-et-Marne, mais vous savez ça mieux que moi, une offre qui est très faible, et pour autant on a bien des gens qui vivent là et on a bien des populations qui ont un besoin, et donc ce sont des territoires où il y a moins de densité hospitalière, et donc pour répondre aux besoins de la population de ces territoires, il nous semble particulièrement important de travailler au développement de l'offre en ville et au décloisonnement ou au renforcement des liens entre l'offre en ville et l'offre hospitalière. Et à cet égard, une journée comme celle-ci ne peut qu'aller dans ce sens-là. Voilà. Et j'ai essayé encore une fois d'être très rapide. Nos axes pour 2026, je ne sais pas si vous les connaissez probablement. Si vous ne les connaissez pas, c'est l'occasion que je vous les donne. Mais ils pourront évidemment être discutés avec vous. Et puis l'objectif, c'est que vous meniez les travaux et les discussions de cette journée aussi en ayant ces axes en tête. C'est donc, comme je viens de le dire très lourdement, la priorité au développement de l'offre en ville, le décloisonnement de l'éducation thérapeutique du patient en ville et à l'hôpital, et la collaboration interdisciplinaire, justement, encore une fois, au service des patients chroniques dans une logique de parcours. C'est également l'expertise du patient partenaire qu'il nous semble toujours très importante de valoriser. C'est aussi accroître la visibilité de l'éducation thérapeutique du patient, notamment par des travaux de communication, des initiatives de communication. Et enfin, c'est le soutien à des projets innovants et à la formation des professionnels. Bon, là, je me fais le porte-parole de l'équipe de l'éducation thérapeutique du patient que vous connaissez, Yann Aymon, Charlotte Frémont, Évelyse Estagel, Évelyse, et Samir Abrami. Donc je pense que voilà, sont des propos et des axes que vous devez retrouver dans vos échanges avec mes collègues que je remercie, et qui sont vos interlocuteurs plus réguliers que moi, qui ne suis pas au quotidien à vos côtés. Je le reconnais bien volontiers. Donc voilà, j'espère que vous allez avoir ces axes en tête au cours de vos échanges aujourd'hui, et cette journée doit nous permettre collectivement de capitaliser sur les initiatives probantes, innovantes qui font la démonstration de leur intérêt pour continuer d'améliorer continuellement l'offre d'éducation thérapeutique du patient pour la population francilienne. Voilà, j'ai été un peu long. Je vois qu'il y a une question, mais je ne sais pas si c'est le moment des questions. Mais je vous laisse prendre la parole et je passe le micro à Yves Traînard. Pardon, les axes que vous venez de donner sont régionaux ou sont nationaux? Régionaux. Les axes de l'ARS Île-de-France. Merci beaucoup. Ah oui, pardon, je vous avez laisse. déjà un micro. Ouais, voilà.
Merci beaucoup de votre introduction. Et voilà, je suis Pierre-Yves Trainard, donc je suis coordinateur encore du pôle de ressources jusque pas longtemps. Et je glisse progressivement vers une fonction de superviseur que j'assure avec notamment Michel Naïditch qui est là et Pierre Lombraille. L'idée, en fait, c'est que progressivement, voilà, les choses évoluent. Et je pourrais revenir sur il y a 40 ans. Il y a 40 ans, on commençait juste à investir les pratiques d'éducation thérapeutique en se disant que c'était important, c'était dans le diabète. Et j'étais à l'hôpital, à l'Hôtel Dieu à ce moment-là. Et on rêvait entre nous, tellement c'était préoccupant ces histoires d'éducation thérapeutique, de se dire, mais attends, les gens, ils vivent avec quelque chose de bien compliqué. Et ça bousculait tellement les soignants que de temps en temps, on rêvait d'un hôpital sans patients en se disant, finalement, on serait entre nous, ça serait vachement tranquille. Et en fait, après, on se dit, mais non, mais c'est pas possible parce qu'il faudrait que les gens partent heureux quand même. Et donc, partir heureux, ça veut dire qu'ils apprennent quelque chose pour leur propre vie. Et on ne savait pas faire. On ne savait pas rien faire à ce moment-là. Les choses ont beaucoup évolué dans ces 40 dernières années. Et on arrive progressivement à avoir des liens qui se tissent avec des agences, avec une politique générale de santé, avec des stratégies en se disant mais comment est-ce qu'on inclut cette participation des personnes ? Et comment l'inclusion et la participation des personnes qui sont concernées bouleverse aussi la compréhension de la santé. La santé, c'est plus les soins. Les soins, c'est 25% de la santé des personnes. Le reste, c'est la vie. Et comment est-ce que l'éducation thérapeutique fait le lien avec la vie ? Quand on va interroger, je vis dans un petit village rural, quand on va interroger les personnes qui vivent, les habitants de ce qu'on appelle la ruralité. La ruralité, c'est pas très loin d'ici. Et puis je pense que c'est les mêmes soucis, c'est les mêmes enjeux que disent les personnes qui vivent aussi dans la ville, parce qu'on a vu au moment du Covid, où en fait, au moment du Covid, on retrouve ces mêmes enjeux. Le premier enjeu, c'est de dire, voilà, moi j'habite dans un endroit que je voudrais trouver beau. C'est la beauté de ce que je vis. La beauté, ok, c'est la biodiversité, mais c'est aussi le fait que j'ai un territoire de travail qui me va, que j'ai un territoire de vie sociale qui me va, que j'ai un territoire de vie personnelle, de loisirs qui me va. C'est l'accessibilité. C'est l'accessibilité au monde qui m'entoure. Oui. C'est ça la beauté. C'est-à-dire qu'on retrouve ça dans l'éducation thérapeutique. Comment est-ce que les gens peuvent vivre aussi dans leur environnement propre avec l'affection et malgré, je dirais, l'affection. Ouais. Ensuite, le deuxième enjeu, c'est moi et les autres. Qu'est-ce que je peux faire avec les autres ? Qu'est-ce que les autres vont m'apporter ? C'est tout ce qui est du domaine de la solidarité. C'est là qu'on trouve aussi l'accès aux soins, mais on trouve aussi l'accès à la culture, l'accès à l'éducation. Moi et les autres, c'est comment je fais du lien avec les uns et avec les autres. Où est le rôle des associations ? Quelles associations je vais pouvoir investir, m'intéresser, qui vont m'apporter quelque chose ? Et le troisième niveau, c'est comment est-ce que je peux m'engager du coup ? Comment est-ce que je peux m'engager ? C'est-à-dire qu'il y a une forme d'émancipation à vivre en société, à vivre les uns avec les autres. Et ça, ces trois enjeux-là, l'éducation thérapeutique, l'accompagnement à l'autonomie en santé, y répondent. Elles y répondent, mais à une condition essentielle. C'est que les uns et les autres soient capables de coopérer ensemble. Alors ça, c'est un mot, on dit coopérer, c'est simple, il suffit de se causer. Et puis, vous vous apercevez bien que non, il ne suffit pas de se causer. Il ne suffit pas de se causer parce que vous avez toujours des personnes à côté de vous qui vont vous dire « moi, j'ai la solution ». La solution, c'est simple, c'est le numérique. J'ai les outils pour que vous n'ayez plus de problème pour coordonner. J'ai les outils pour que vous n'ayez plus de problème pour vous entendre avec les patients. J'ai les outils pour. Sauf que les outils ne font pas la solution. Les outils ne font que aider à. Aider à quoi ? Aider probablement à coopérer, mais il faut commencer par coopérer ensemble, c'est-à-dire avoir une démarche qui soit une démarche qui est bien organisée et qui permet aux uns et aux autres à la fois de s'entendre, de pouvoir délibérer ensemble pour construire des solutions qui vont répondre aux attentes des uns et des autres et qui vont en même temps dégager ce qu'on appelle du commun. C'est-à-dire le fait que ces solutions-là font avancer les uns et les autres dans la recherche d'autres solutions au fur et à mesure. Voilà. C'est ce travail-là que vous allez investir un peu aujourd'hui, ensemble. On n'est pas très nombreux, il ne faut pas être très nombreux pour faire de l'intelligence collective. Donc voilà, vous allez aujourd'hui avoir des ateliers qui vont permettre de
travailler un peu tous ces domaines de coopération. Comment est-ce qu'on construit tout cela ensemble? Voilà, c'est l'enjeu de cette journée. Et du coup, je reviens vers l'agence en remerciant l'agence de cette coopération, ce partenariat qu'on a construit il y a maintenant à peu près 13 ans, sur un enjeu qui n'était pas du tout évident au départ, qui était de dire, OK, on va vous proposer de notre côté de faire de l'appui au développement de l'éducation thérapeutique. Et du côté de l'agence, c'était d'accord, banco, on vous aide, parce qu'on pense que c'est important. C'est un partenariat qui dure depuis 13 ans, et je vous remercie de proposer qu'il continue. Et à mon tour de vous remercier aussi, de remercier le pôle ETP en général pour tout le travail en partenariat avec nous et en partenariat avec les acteurs de l'ETP en Ile-de-France. Et vous remercier personnellement, Dr Trainard, pour tout ce que vous avez fait. On sait que voilà, vous allez vous orienter vers une nouvelle phase d'investissement, des nouvelles modalités. Mais je pense que c'est quand même l'occasion de vous remercier et peut-être, si la salle veut bien, de vous applaudir. Oh, c'est gentil, merci.